Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous vous portez bien dans cette période de redécouverte de la liberté. J'espère que vous en profitez. Bienvenue en tous les cas à ce 5e webinaire organisé par la Compagnie de Paris sur le thème du développement commercial de votre activité de commissaire aux comptes. Ce webinaire sera animé par Charlotte Lelevreur, commissaire aux comptes, charmante par ailleurs, et Julien Younes, charmant également, vice-président de l'annexe. Pour le bon déroulement de ce webinaire, nous sommes également accompagnés de Laura en régie qui veillera à tout. Si ça va mal, c'est à elle qu'il faudra s'adresser. Nous sommes ensemble jusqu'à 19 h environ. Pour votre confort d'écoute, comme d'habitude, vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez cependant poser des questions via l'onglet questions qui est présent à droite de votre écran et nous y répondrons à la fin de chaque partie. Voilà. Ce webinaire est à l'initiative de la commission performance des cabinets qui est pilotée par Nathalie Lutz, que je salue chaleureusement et remercie pour son engagement sans faille au service des professionnels. Cette commission performance des cabinets est l'une des 3 nouvelles commissions mises en place par la Compagnie de Paris dans le cadre de sa nouvelle feuille de route Innover pour se transformer, qui vous sera présentée en détail lors de notre événement virtuel du 7 juillet prochain. Au programme de cet événement du 7 juillet, des conférences, 3 parcours d'ateliers au choix et la présentation de nouveaux outils et services pour vous accompagner dans le développement de votre offre de services et l'amélioration de votre performance. Le caractère virtuel de cet événement nous donnera l'opportunité de vous proposer un contenu plus riche puisque vous aurez l'opportunité, la possibilité de suivre en direct le 7 juillet l'ensemble des programmes ou bien en replay à partir du 8 juillet, tout en remplissant vos heures de formation. Voilà, vos heures de formation. Les inscriptions ouvriront prochainement et vous pourrez vous inscrire très prochainement. Revenons au sujet du jour. En lien avec ce webinaire et pour vous aider à développer une nouvelle démarche commerciale auprès de vos clients, nous vous rappelons que la Compagnie de Paris a créé pour ses membres entre 2019 et 2020 de nombreux outils et formations, tous accessibles et consultables sur notre site internet, dont notamment le site pêle-mêle, des fiches SAC, un contenu très complet lié à l'audit informatique, des sacrées soirées qui reprendront très bientôt, la formation Engager le rebond de la Compagnie nationale qui a été complétée par nos soins, et etc., etc. Nous vous rappelons aussi que pendant toute cette période de Covid et post-Covid, la Compagnie de Paris met à votre disposition toutes les informations et aides pratiques liées au contexte et organise aussi des webinaires pour vous tenir informés de l'actualité. De prochains webinaires apparaîtront bientôt, soyez attentifs. Le webinaire de ce soir est une formation CAC 120, ce qui signifie que vous recevrez dans les jours suivants cette formation un lien pour répondre à un quiz composé de 5 questions. Je vous rassure, vous pourrez répondre sans faute à ces questions. Ce quiz vous permettra ensuite d'accéder au support et à votre attestation de fin de formation. Enfin, un questionnaire de satisfaction s'ouvrira directement à la fin de ce webinaire. Merci de bien vouloir y répondre. Vous verrez, c'est très court. Voilà, bonne séance à tous et à toutes. Et je laisse la parole à Charlotte et Julien, que je salue très chaleureusement. C'est à vous, à toi Charlotte. Ok, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette webconf. Donc je précise pour ceux qui me connaissent ou ceux qui auraient peur que mon dernier poste était bien responsable des contrôles du H3C et des contrôles EIP pendant 8 ans. D'accord. H3C que j'ai quitté depuis 3 ans maintenant. Et donc, avec Julien, on co-anime cette webconférence puisqu'on a participé tous les deux à la commission dont Olivier Salustro a parlé. Et donc, même si vous pouvez être surpris que l'on passe ou que je passe de la technique commerciale, je reste sincèrement convaincue, et c'est pour ça qu'on a décidé de développer ce webinaire, qu'il y a des choses simples à faire sans aller passer et aller suivre une formation
de technicien et de commercial de vente. Voilà. Donc on a choisi cette conférence aujourd'hui pour essayer de vous montrer simplement et vous convaincre que vous avez déjà tout ou presque tout à la maison. Voilà. Donc, et donc, sans aller chercher tellement plus loin, il va y avoir déjà pas mal de choses que vous allez pouvoir faire en restant chez vous et en exploitant vos ressources internes. Donc, c'est vraiment notre objectif. On ne va pas inventer la roue, on va être très concret. C'est notre objectif. Une autre chose à préciser sur le déroulement de la webconf, donc à droite de votre écran, donc vous avez l'onglet questions. Donc à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de du déroulé. À nouveau, on s'arrêtera à chaque partie pour répondre aux questions. Et puis vous allez voir que dans le déroulé des slides, comme vous n'avez pas vos micros ouverts, on a essayé de faire en sorte d'être le plus interactif possible. Et donc, vous avez, j'espère que vous voyez tous, donc vous pouvez commenter dans la rubrique questions, est-ce que vous avez bien, vous voyez bien aussi la rubrique sondage, parce que dans sondage, si vous regardez, il y en a 0 sur 6. On va vous proposer de répondre à des questions en direct pendant la conférence pour qu'on puisse comprendre, et comme vous êtes nombreux, là vous êtes déjà plus de 120 à être connectés, ça va nous permettre d'avoir un feedback en temps réel de est-ce qu'on est en phase ou est-ce qu'il y a des choses complémentaires à développer, puisque à nouveau notre objectif c'est d'être au plus près de vos besoins. Donc les objectifs de cette webconférence, c'est de vous dire que vous avez les outils à la maison pour exploiter votre portefeuille client. Après, bien sûr, on peut aller en chercher des nouveaux, mais déjà de se dire, et c'est le thème d'aujourd'hui, que déjà sur ce qui existe chez vous, il y a peut-être déjà des missions à vendre et une meilleure exploitation du portefeuille client à faire. Donc, à nouveau, nous, la démarche, elle se veut simple, pratique et pragmatique. Et à nouveau, notre objectif, c'est de vous aider et de mettre le doigt sur des outils, des moyens que vous avez en interne ou qu'on peut, si vous ne les avez pas, et ben vous transmettre et travailler ensemble. Voilà pour ce slide. OK, et donc si on peut, voilà. Donc du coup, on voulait représenter le contexte, donc la première partie, donc c'est notre objectif d'aujourd'hui en 2 parties: exploiter et analyser nos ressources internes dans nos cabinets, d'accord? Et une fois qu'on a identifié nos ressources et ce que l'on veut faire, et ben savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire et comment, quand et comment la mettre en œuvre. Voilà notre les 2 parties de cette conférence. Une fois qu'on s'est dit ça, on voulait remettre ça dans le contexte légal d'aujourd'hui, puisque alors on a c'est le slide, mais on va le retrouver, c'est pas très grave. Donc effectivement, le contexte légal, on a un nouveau code de déontologie qui est sorti en mars. Tout se bouscule avec le Covid. Le nouveau code de déontologie, il est applicable à partir du 25 mars 2020. Donc, les moins, ça confirme tous les textes qu'on a eus, et notamment la loi Pacte, avec un impact possible pour vous sur votre portefeuille et une sortie possible d'un certain nombre de mandats. Ça, c'est la réalité juridique. Les plus, c'est ce que nous apporte le nouveau code de déontologie pour les non-OIP. Donc, je pense que c'est quand même si ce n'est pas l'intégralité de vos mandats, ça doit être une bonne partie de votre portefeuille. Il n'y a plus de services interdits sur les mandats UIP. D'accord? Donc, une fois qu'on se dit ça, ça veut dire que si j'ai plus de services interdits, ça veut dire que tout est permis. Ouais, bah oui, il va falloir y aller. Donc, il va falloir y aller à fond. Mais en restant, bien sûr, on reste CAC, si c'est pour développer des sacs sur nos dossiers CAC. Une seule obligation, être indépendant et donc respecter l'article 5 et l'article 19 du Code de déontologie. Et si jamais vous avez un risque d'autorévision ou de conflit d'intérêts, la possibilité de mettre en place une ou des
mesures de sauvegarde pour réduire votre risque et rester indépendant et pouvoir continuer ou votre mission de certification et ou votre mission de SAC, hein, donc les services autres que la certification des comptes. D'accord? Donc de ce côté-là, le champ s'élargit, donc d'où l'intérêt de se dire, eh bien, puisque je vais pouvoir vendre pas mal de choses, même à mes clients, à mes clients CAC, eh ben, allons-y, regardons ce qu'on peut faire. D'accord? Donc quelqu'un nous dit qu'il a un retour de soins avec un enfant, ce qui est très étonnant parce que je suis au regret de vous dire que j'ai pas de petit, j'ai un chien hyper sage à côté et Julien non plus. Donc je ne sais pas, c'est peut-être dans votre univers autour de vous que. Mais nous, hélas, enfin hélas non, tant mieux, on n'a pas votre problème de retour de son. Voilà. Ah, Donc, alors, il y a une personne qui pose une question s'il n'y a plus de son. oui, a Est-ce que vous priori, nous entendez bien ou pas? ça fonctionne. Il faut peut-être vous reconnecter. Ouais, réessayer de vous reconnecter. Donc voilà pour la base juridique et légale. Donc maintenant, donc du coup, on attaque la partie 1 qui est exploiter et analyser ses ressources en interne. Donc on va le faire en 4 temps. Un principal, puisque l'objectif, c'est d'analyser et de travailler sur son portefeuille client. Quelle analyse on peut faire de son portefeuille? Donc ça, c'est l'étape 1. Étape 2, on s'est réparti les rôles, hein, histoire que voilà. Étape 2 qui sera animée par Julien. Comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour analyser ses ressources en interne? Ok, à nouveau, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous? Souvent dans les formations, on vous injecte des obligations. Non, là, l'objectif, sincèrement, c'est de travailler ensemble et que chacun puisse s'approprier les méthodes, chacun dans son cabinet. Troisième étape, identifier les missions possibles. Il y a plein de missions possibles. L'objectif, c'est pas de vous obliger. Identifier les missions possibles dans votre cabinet par rapport à votre portefeuille client. Ok. Et puis, une fois qu'on a identifié les missions que chacun se sent capable d'aller vendre chez ses clients existants, identifier quels outils vont être à votre disposition pour pouvoir vendre ces missions. Pas partir la fleur au fusil, on est vraiment là dans un objectif d'accompagnement. Et si jamais, vous allez voir, on va vous poser pas mal de questions pendant cette heure et demie, de nous dire, on va vous demander, est-ce que vous avez cet outil chez vous? Peut-être que oui, mais est-ce que vous en servez? Ce qui est quand même vachement mieux. Et si vous ne l'avez pas, répondez-nous, parce que du coup, nous, l'objectif de la SRC de Paris, ça va être de vous aider et donc de les développer ou de les mettre à votre disposition. Ok, si ça va pour vous, on attaque avec l'étape 1, analyser son portefeuille client. Ok. Donc, étape 1, pour analyser son portefeuille client, il faut qu'on fasse une cartographie de nos clients. Okay, selon vos priorités, parce que certains, on est tous différents, et on va établir une cartographie peut-être différente chacun chez nous. Donc là, on vous dit, Laura qui nous aide en back-office va lancer le sondage. Est-ce que vous, déjà, aujourd'hui, chez vous, est-ce que vous établissez une cartographie de vos clients? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? On est tous sincères autour de la table. L'objectif, c'est qu'on avance ensemble. Donc, ok, donc voilà. Donc merci de vos réactions, c'est hyper rapide et c'est génial. Donc, on a 60% de non et on a 40% de oui. Ok, donc et la moitié d'entre vous ont voté, donc voilà. Mais comme ça va nous permettre d'avancer au fur et à mesure. Par sécurité, on ne trace pas qui a dit oui, qui a dit non. On est libre. L'objectif, c'est d'être interactif. Ok, donc alors on peut continuer. Est-ce que vous établissez une cartographie de vos clients? La problématique, c'est alors comment faites-vous? Qu'est-ce que on peut faire?
Et puis, on va prendre le slide suivant. Qu'est-ce que l'on doit faire? D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes à faire pour nos besoins. Et il y a des choses qui vont être qu'on va devoir faire. Donc, du coup, on part du plus large. Comment mesurer les informations qui vous intéressent, vous, par rapport à vos clients? Alors, je commence par on reste des auditeurs. Donc, le premier truc, moi, qui me vient à l'esprit, et à nouveau, on est là pour partager, c'est comment on analyse le risque associé à chacun de vos clients. Donc là, je suis au regret de vous dire que je prends mon ancienne casquette. C'est obligatoire. D'accord? Je ne sais pas si certains seront contrôlés chaque année, cette année, dans le cadre du contrôle qualité. Avoir une cartographie des risques clients, c'est obligatoire. On doit dire si vous estimez, c'est votre jugement professionnel, si votre client, chacun de vos clients est risqué ou pas risqué. C'est à vous de donner la définition du risque dans vos procédures cabinet. D'accord? Voilà, donc est-ce que vos clients sont risqués? C'est obligatoire. Donc l'endroit le plus simple pour le faire, c'est ce que je vous propose. À nouveau, il n'y a aucune obligation, que des suggestions. C'est de le faire dans vos tableaux, dans votre suivi de tableau DDA. Souvent, vous avez tous un tableau Excel ou que vous pouvez aller chercher. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller l'extraire de ce que vous avez renseigné sur Aglaé, à la CNCC. Et donc, mon conseil, une fois que vous avez extrait ou que vous avez ce tableau Excel, c'est de rajouter à la fin, vous avez toutes les colonnes, mais rajouter à la fin une colonne qui est « Est-ce que j'ai un risque client ?» Et vous répondez « Oui » ou « Non ». D'accord, donc ça, c'est la première étape. Est-ce que j'ai des clients risqués? OK. Deuxième chose qu'on vous propose, qui nous semble en tout cas nous intéressante, est-ce que vous mesurez la rentabilité de vos clients? Voilà. Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous les mesurez? Est-ce que cette rentabilité, vous la mesurez en heures par rapport au budget? Donc du coup, vont venir les questions qui vont arriver après. Faites-vous des suivis de feuilles de temps par client qui sont sincères et réels par toute l'équipe d'audit, et du coup vous pouvez après au moins une fois par an, quand vous le souhaitez, faire un suivi des temps et un suivi de rentabilité en temps pour chacun de vos clients, pas que en masse annuelle en disant est-ce que mon activité CAC elle est globalement rentable. Non, est-ce que client par client, vous avez les outils de faire un suivi en heures, et puis du coup de convertir vos heures en cash, soit au plus près du réel avec les taux horaires de chacun de vos collaborateurs, ou au moins en cash avec le taux moyen du cabinet. D'accord? Déjà, où est-ce qu'on en est sur son portefeuille client en termes de rentabilité? OK? Et puis, du coup, pour pouvoir exploiter notre portefeuille client, la troisième chose auquel on a pensé et qu'on vous suggère, ou une question qu'on va vous poser, c'est êtes-vous à l'écoute de la satisfaction de vos clients? Voilà. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en parlez? Ouais. Voilà, donc voilà le sondage. Donc Laura va lancer le deuxième sondage. Est-ce que vous avez un questionnaire de satisfaction client? Voilà, donc là, vous pouvez y aller. Donc là, pour l'instant, OK, on a 40% des votants, donc on attend encore un petit peu. On est à 46, n'hésitez pas à buzzer. OK, on progresse un peu, mais la tendance, elle est fantastique, mais elle est sincère, et merci. Donc 90% d'entre vous n'ont pas de questionnaire satisfaction. OK, donc ça va être intéressant à partager, à vous proposer de faire un outil simple que vous pourrez envoyer par mail à vos clients à la fin de vos missions annuelles. Mais est-ce que déjà, à nouveau, il n'y a pas d'obligation, mais c'est plus neutre si on l'envoie par mail,
mais est-ce que vous le faites déjà par oral? Est-ce que la mission de cette année s'est bien passée? Est-ce que vous êtes content? Toujours dans la réunion de synthèse, est-ce qu'on fait les points d'amélioration pour l'année prochaine? Pour nous, dans la relation avec le client, mais les points d'amélioration aussi de l'expert comptable pour l'année prochaine. Est-ce qu'on partage ça? Qu'est-ce qui s'est bien passé cette année? Qu'est-ce qui s'est mal passé cette année? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer donc, je prends la question comme elle vient. Doit-on parler de clients ou d'entités contrôlées? Eh ben, ça dépend. Alors, moi, je suis quelqu'un de super sincère. Si vous êtes face au H3C, vous parlez d'une entité contrôlée. Voilà, on utilise les termes juridiques. Mais on est dans la vraie vie. C'est vos clients. Voilà. Enfin, voilà. Chacun sa syntaxe. Et puis, de toute façon, moi, ce qu'on va développer tout à l'heure ensemble, plus vous serez près du vocabulaire de vos clients, voilà, c'est mon vocabulaire, de vos mandats d'audit, meilleure la relation sera. Ok, donc on continue. Donc c'est important pour nous. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à répondre dans la boîte questions. Important d'être à l'écoute de ses clients, parce que du coup, on va pouvoir capitaliser sur ceux qui sont contents. Ceux qui ne sont pas contents, on va avoir du mal à aller leur vendre des prestations connexes. Donc déjà, est-ce qu'on arrive à identifier ceux qui sont contents ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre contents? Voilà. Et puis donc, on continue dans l'analyse du portefeuille client. Donc déjà, est-ce qu'ils sont rentables chez nous? Mais ça, c'est vous qui les connaissez, vous avez les comptes de vos clients. Est-ce qu'ils ont de la trésor? Donc, parce que ça sert peut-être à rien d'aller s'acharner à essayer d'aller leur vendre des missions s'ils ne peuvent pas payer. D'accord? Donc d'avoir une analyse de ceux qui ont, une fois qu'on sait qu'ils sont contents, qu'on peut aller peut-être travailler vers eux, peut-être identifier, on continue les strates d'exploitation de notre portefeuille. Qui a du cash, c'est peut-être les premiers que je vais aller contacter pour essayer de leur vendre des prestations. Et puis toujours très important, bien sûr, vous les connaissez par cœur, c'est vos clients d'audit depuis souvent longtemps. Vous savez ceux qui sont positifs, ceux qui sont à votre écoute, à l'écoute de nos travaux, à l'écoute de nos conseils. Donc là, normalement, je devrais avoir une question qui me dit non, là, pourquoi on utilise le mot conseil? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot conseil auprès d'un client d'audit? Ouais, si on ne fait pas des conseils à l'oral, au moins les textes nous permettent de faire des recommandations par écrit. Hein. Donc voilà, mais ça c'est une question de vocabulaire, chacun le sien. L'objectif c'est d'être à l'écoute des sociétés qu'on audite, des dirigeants, et il y a des choses aujourd'hui, à nouveau, il y a des choses qu'on peut sincèrement leur apporter en étant commissaire aux comptes. Alors allons-y. Voilà. Ok, donc voilà, je pense, pour cette première étape. Voilà, tout ça, toutes ces strates, donc vous avez vu, sincèrement, je pense qu'on est tous capables de le faire. Dites-nous si ça vous semble irréalisable, mais première étape, analyse de son portefeuille client en 4 étapes. L'objectif, c'est d'arriver en entonnoir avec ces 4 questions, de se dire, bon, à partir de cette analyse de mon portefeuille, quelle est ma première cible, quoi? Qui sont ceux auprès de qui je vais essayer, je vais tenter d'aller vendre des missions. Voilà. Donc voilà ce qu'on a à vous proposer sur cette première étape. Donc a priori, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on passe à la deuxième étape et je passe la main à Julien. Merci Charlotte. Donc, comme le disait Charlotte, effectivement, la première étape, c'est vraiment l'analyse du portefeuille client. Mais une fois qu'on a analysé le portefeuille client, il y a une deuxième analyse à effectuer, c'est quand même les ressources internes du cabinet. Parce que si on veut pouvoir proposer de nouvelles missions, il faut des personnes pour les réaliser. C'est très, très important. Et pour ça, il y a un outil qui est, on va dire, l'outil central
qu'on voulait vous présenter, qui, j'espère, est utilisé en majorité dans les cabinets. On va faire un sondage par la suite pour le voir. Mais c'était tout simplement l'outil de l'évaluation annuelle des collaborateurs. Donc, premier point très important à travers nos discussions sur l'évaluation annuelle, c'est de préparer cette évaluation annuelle quand on va rencontrer un collaborateur. Et la préparer, pourquoi? Pour pouvoir faire en fait un point avec les collaborateurs sur les réalisations qui ont été effectuées tout au cours de l'année, donc sur les dossiers, sur la qualité du rendu des dossiers, sur la quantité, est-ce que les temps ont été dépassés par rapport à ce qui avait été budgété, par rapport au prévisionnel. Donc ça, c'est les deux points, on va dire, les premiers points qui sont importants à aborder au niveau de l'évaluation annuelle. Les autres points qui sont importants, c'est donc aussi bien l'attitude en interne qu'en externe. Est-ce que le collaborateur s'est bien adapté à l'équipe avec laquelle il travaillait? Est-ce qu'il s'est bien adapté au process interne du cabinet? Mais également, est-ce qu'il s'est bien entendu ou est-ce qu'il avait une attitude cohérente et en accord avec les valeurs du cabinet auprès des clients? C'est très, très important parce que le collaborateur, c'est quand même la première image que le client va avoir, on va dire, au quotidien, parce que c'est lui qui va avoir la relation avec le client tout au long de l'audit. Et pour certains collaborateurs qui sont dans l'encadrement, est-ce que l'encadrement qu'ils ont effectué apporter ses fruits. Et en fait, on peut le voir, ça, à la fois au niveau quantitatif et qualitatif, sur le volume de dossiers traités, sur la qualité des dossiers traités, et on peut le voir également en interrogeant les personnes qui ont été encadrées. Donc ça, c'est les premiers points qui sont très importants au niveau de l'évaluation annuelle. Et c'est pour ça que, selon nous, il faut vraiment préparer cette évaluation pour arriver avec des informations sur lesquelles on va pouvoir échanger avec la personne qu'on va évaluer. Mais au-delà de ces points clés de l'évaluation, on pense que cette évaluation, c'est aussi une occasion d'ouvrir le débat justement pour pouvoir discuter d'éventuelles nouvelles missions, d'éventuelles évolutions stratégiques au niveau du cabinet avec les collaborateurs qui sont évalués, parce que, comme donc je vous le disais, c'est ces ressources internes qui vont vous permettre de développer de nouvelles missions et de nouvelles prestations. Et donc, cette évaluation annuelle, c'est également l'occasion de discuter des envies du collaborateur. Est-ce qu'il a des envies de développement de nouvelles missions? Est-ce qu'il est à l'aise sur certains sujets plutôt que sur d'autres? Donc, est-ce qu'il a des compétences sur lesquelles il a envie de se spécialiser? Est-ce qu'il a des idées de développement au niveau du cabinet, aussi bien au niveau de l'organisation interne, la gestion des dossiers, que de la RH éventuellement, ou de missions complémentaires qu'il souhaiterait développer? Ça peut être une force de proposition et on peut capitaliser en fait sur nos ressources pour pouvoir faciliter le développement de nouvelles missions. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est très important de préparer, encore une fois, je me répète, mais parce qu'on considère que c'est fondamental de préparer ces évaluations parce qu'on peut en ressortir beaucoup. Et donc c'est un temps fort que l'on peut avoir avec toutes les ressources du cabinet et qui peut être utile et mis à profit. Il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte en fait, cette évaluation. Il faut que ce soit vu comme une opportunité. Et une des idées qui se développe, on va dire progressivement dans les cabinets et qui est assez intéressante et qui permet de garder le lien au-delà de l'évaluation annuelle, c'est en fait la création d'une sorte de boîte à idées en interne qui peut être faite de différentes manières, soit de manière papier, soit de manière dématérialisée. Une boîte à idées où en fait les collaborateurs viendraient proposer de nouvelles idées qui ont été soit échangées durant l'évaluation interne ou qui peuvent arriver tout au long de l'année. Et l'intérêt de ces boîtes à idées, en fait, c'est que du coup, les collaborateurs sont force de proposition. Donc, on peut beaucoup plus facilement les impliquer dans ces projets. Et on peut même après imaginer, on va dire, les collaborateurs qui ont proposé les idées en tant que porteurs de projet, qui portent le projet au sein du cabinet en interne pour, par exemple, développer de nouvelles missions. Donc ça, c'est les points clés au niveau de l'évaluation interne. Pour savoir, donc vous, au niveau de vos pratiques, on considère que c'est important et pour voir si on peut vous proposer ou pas des outils ou des aides sur ce sujet. Premier sondage qui vous est proposé, c'est est-ce que oui ou non, vous réalisez ces évaluations annuelles au niveau de votre cabinet? Donc, bon, pour l'instant, la tendance est plutôt positive. Il y a quand même près de 30% de personnes qui ne réalisent pas pour l'instant sur à peu près 40% de votants. Ouais, ça s'équilibre progressivement. N'hésitez pas à participer pour ceux qui arrivent à participer parce qu'on a vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient des soucis.
on est presque à 50% de votants. L'idée, c'est d'avoir au moins 50% de votants pour avoir une estimation un peu fiable. On a quand même 40%, près de 40% des personnes qui ont répondu au sondage qui ne réalisent pas aujourd'hui cette évaluation annuelle. Alors que, tu m'arrêtes Charlotte si je me trompe, mais normalement, l'évaluation annuelle aujourd'hui, c'est une procédure obligatoire qui a été obligée à partir de la réforme de l'audit, et cette évaluation doit être signée par les deux parties, donc aussi bien par la personne qui réalise que la personne qui est évaluée, et cette évaluation doit être conservée pendant au moins 6 ans, normalement. Donc, les personnes qui ne réalisent pas cette évaluation, il faut prendre l'initiative et s'habituer à la démarche de l'évaluation interne, enfin de l'évaluation annuelle, pardon. Et du coup, la deuxième question sous-jacente, donc forcément qui sera plus pour les personnes qui ont répondu oui au premier sondage, c'est est-ce que vous avez un outil d'évaluation annuelle en interne, ou est-ce que vous faites ça un petit peu, on va dire, pas à l'ancienne, mais manuellement? Ok, c'est assez partagé. D'accord. Donc, globalement, on a quand même 50-50 au niveau des personnes alors, j'espère que c'est les personnes qui font l'évaluation annuelle qui ont répondu, parce que du coup, logiquement, ceux qui ne la font pas n'ont forcément pas d'outils. Mais on est sur un 50-50, bon, 47% de votants, on est à peu près pareil. On a donc la moitié des personnes qui ont un outil, et donc c'est très bien, bravo, c'est vrai que ça facilite et ça permet de formaliser ce process d'évaluation annuelle. Pour ceux qui n'en ont pas, je pense que c'est un vrai plus d'avoir des outils d'évaluation annuelle, ça facilite et ça allège toutes les formalités relatives à l'évaluation annuelle. Donc ça, c'était donc présentation vraiment de l'évaluation annuelle et un petit peu de la boîte à idées pour essayer de capitaliser tout au long de l'année sur nos ressources internes. Une fois qu'on a procédé à cette évaluation annuelle, comme je vous dis, l'idée c'est vraiment de capitaliser dessus et pas de voir ça comme une tâche. Et donc on pense que ce qui est très important à faire par la suite, c'est de faire une synthèse des idées qui sont ressorties des évaluations annuelles, des ressources que vous avez, donc on peut imaginer une catégorisation par compétences, par envie des collaborateurs, et donc des expertises également de chacun. Et ça va nous permettre, une fois qu'on a fait cette synthèse, aussi bien au niveau des ressources qu'au niveau du portefeuille client, ça va nous permettre de passer à l'étape 3, que va vous présenter Charlotte, qui est la réflexion sur les missions à proposer aux clients. Je t'en prie, Charlotte. Je crois qu'on a un petit souci technique avec Charlotte. Ah, alors oui, d'accord. Je voulais savoir si c'était moi ou pas. Elle est figée. Non, elle est figée. Charlotte est figée. On va lui laisser le temps de revenir. Alors, normalement, elle n'est pas figée. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perdu Charlotte. Mais elle va arriver. Je crois qu'elle a un back-office très, très puissant. Et donc, du coup, normalement, elle devrait arriver incessamment sous peu. Mais donc, bon, en attendant que Charlotte revienne, l'idée, donc, comme on vous le disait, c'est une fois qu'on a analysé son portefeuille client, qu'on a regardé, donc, comme elle vous l'a dit, les clients sur lesquels on était bénéficiaire, qui avaient de la trésorerie, sur lesquels on pouvait éventuellement proposer des missions. Donc, on peut analyser ce portefeuille client en fonction de différentes typologies d'activité, les besoins, volumes au niveau du chiffre d'affaires ou autre. On a analysé les ressources en interne à travers l'évaluation. On va du coup pouvoir réfléchir et mettre en lien les deux pour vraiment développer des missions qui pourront être proposées très facilement et du coup qui pourront être mises en place rapidement au niveau du cabinet. Parce que l'idée, c'est quand même d'être performant et de ne pas perdre trop de temps non plus sur le développement de missions qui ne pourront pas être valorisées derrière. Charlotte est de retour. Du coup, voilà, je vais la laisser vous présenter la suite. Charlotte est en double maintenant. Ah oui, attends, parce que je me suis mis sur l'autre ordi. Charlotte s'est dédoublée. Voilà. Parfait. Voilà, donc je vais vous laisser Charlotte présenter la suite de l'étape 3. Ouais, c'est sympa, merci. Donc, je voulais juste réinsister sur ce que Julien disait tout à l'heure. L'évaluation annuelle, elle est obligatoire, elle est dans les textes, elle est dans le code de commerce depuis 2017, d'accord? Donc, c'est une obligation légale quand vous avez des collaborateurs, non seulement de faire l'évaluation, de documenter l'évaluation, et ce que vous disiez, Julien, de garder une trace de l'évaluation. Voilà. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas forcément regardées jusqu'à présent dans les contrôles qualité. Regarder ou pas regarder,
c'est à faire, c'est obligatoire, et ce que disait vous, Julien, c'est à garder sur la durée de minimum d'un contrôle, donc c'est sur 6 années glissées. Voilà. Donc voilà. Et puis, je ne sais pas si Julien, du coup, parce que moi j'avais perdu le son aussi, quelqu'un d'entre vous dit, bah oui, mais on peut aussi bien sûr discuter avec ses collaborateurs, et c'est peut-être ça une façon qui est peut-être plus productive, parce que c'est moins stressant que le jour de l'évaluation, de pouvoir discuter tranquillement lors d'un déjeuner en one-to-one à l'extérieur, et de pouvoir avoir une discussion peut-être plus libre et moins codée sur les ambitions et les perspectives des collaborateurs, bien sûr. Voilà. Donc du coup, à partir des ressources et des expertises donc, que vous avez identifiées, les envies, les besoins, ce que vous savez faire, vous, vos collaborateurs, et ben du coup, c'est de définir ce que vous pouvez, ce que vous voulez vendre à vos clients. D'accord? Donc, puisque à nouveau, comme on peut tout faire, donc à chacun sa liberté, sa compétence, son expertise et surtout son appétence, d'accord? Donc, on a listé quelques-unes, hein, vraiment comme ça, en disant oui, les due diligence d'acquisition et de cession, c'était faisable, c'est toujours faisable. Une des missions, sincèrement, alors moi je pousse à fond là-dessus, c'est la piste d'audit fiable. La piste d'audit fiable, pour ceux qui ne seraient pas sensibilisés à ça, c'est une obligation qui date, attention, ça date de 2013, tolérance jusqu'en 2014, obligation faite par le fisc, d'accord? C'est une obligation qui arrive par ailleurs, qui était dans les directives européennes, mais chez nous, ça arrive plutôt par le fisc, qui oblige toutes les sociétés, donc toutes les sociétés, je suis au regret de vous dire que c'est aussi les vôtres, les nôtres, qui oblige toutes les sociétés qui ont des flux soumis à TVA. D'accord? Donc c'est toute société, on n'est pas sur une nature, c'est le flux qui est soumis à TVA qui engendre l'obligation. D'accord? Et dans ces cas-là, il est obligatoire depuis 2014 que chaque société ait documenté en fait l'ensemble du flux, depuis la naissance du flux jusqu'à l'encaissement si c'est une vente, depuis la naissance du flux jusqu'au décaissement si c'est un achat. Ouais. Et donc, il faut non seulement documenter le flux, mais chaque contrôle qui existe à chaque étape du flux. Et ce qui est lourd pour le PAF, c'est que c'est vrai pour tous les flux soumis à TVA. Donc, ça va de l'abonnement EDF à l'achat d'immobilisation, à l'achat de l'eau, du café, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de flux. Et à nouveau, il faut documenter par nature de flux. Donc là, je suis toujours pushy. Et mon message, c'est baissez-vous, poussez vos clients, c'est une obligation. Il y a du cash à faire, on sait faire et c'est simple. Hein. Donc voilà. Donc certains nous disent oui, bien sûr. En plus, on a des arguments pour vendre la PAF. Oui, parce que si les contrôleurs fiscaux demandent la piste d'audit fiable, donc la documentation au jour 1 du contrôle fiscal, s'il n'y a pas, et c'est déjà parti à nouveau, les contrôleurs fiscaux, ça marche un peu par département. Donc là, vous êtes plus tous autour de la CRCC de Paris. Mais ça va jusqu'au rejet de la comptabilité, oui, bien sûr. Et puis, on est toujours en France, hein, donc il y a toujours des pénalités, hein, je vous rassure. Donc ça peut coûter très, très cher à la société. Donc, sensibiliser, mon message, c'est sensibiliser vos clients, et deux, vendez-leur la PAF, quoi. Allez-y. Et j'insiste, hein, on peut vendre la PAF à ses clients audités de son portefeuille d'audit. Je rappelle l'indépendance, je n'ai pas le droit de concevoir. Quand je suis CAC, je n'ai pas le droit de concevoir. J'ai le droit d'être scribe. D'accord? Je n'ai pas le droit de donner de conseils. Alors là, je rigole moins. Hein. Je n'ai pas perdu mon ancienne casquette. Je n'ai pas le droit de donner de conseils. Je n'ai pas le droit de concevoir. J'ai le droit d'écrire. Voilà. Donc, j'ai le droit de constituer la documentation sur la base des entretiens que je peux avoir avec mon client. OK? Donc ça, j'insiste toujours parce que je pense que là, il y a un vrai créneau à prendre et vraiment du cash à faire.
RGPD, vous avez tenté, c'était pas très vendeur auprès de vos clients, ça reste possible. Formation, vous avez toute l'attitude, vous pouvez faire de la formation, vous pouvez faire des RH, vous pouvez recruter pour vos clients, vous pouvez faire absolument des tonnes de trucs. Cybersécurité, vous avez vu, la CRCC vous a développé 10 fiches SAC. D'abord, on a des obligations en termes d'audit informatique dans le cadre de notre mission légale, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut vendre. Ouais. OK. Donc, et puis dans tous les sacs, mais tout ça, ça reste des sacs. On peut vendre des cartographies des risques. C'est aussi des propositions qui sont faites et des formations qui sont ouvertes par la CRCC de Paris. Cartographie des risques sociaux, fiscaux, diagnostic, performance et croissance. On peut le faire chez soi déjà, hein, on a vu, mais on peut le vendre à ses clients. Voilà. Et puis allez-y, soyez plein d'idées, hein, c'est pas forcément notre fort, nous, d'avoir de l'imagination, nous les CAC. Mais je suis au regret de vous dire, je répète hein, inlassablement, tout est permis sous réserve d'être indépendant. Donc, allez-y, donc à vous, sur la base de ce qu'on a vu, d'identifier à qui on va pouvoir vendre chez vos clients, d'identifier vos ressources, vos expertises et vos appétences pour pouvoir développer. Moi, je parle comme un bistrot, développer votre carte, quoi. Qu'est-ce que vous proposez, quoi. Voilà. Si vous regardez mon site, moi je propose que 4 trucs et donc essentiellement ce que je fais aujourd'hui avec vous, ma passion, la formation. Mais voilà, c'est mon appétence, c'est mon expertise, je vous la propose. Que chacun d'entre vous, avec vos collaborateurs, fasse ça, quoi. Ouais. Que faire des payes les payes, ça reste interdit. On attend toujours la communication de la CNCC là-dessus. À nouveau, aujourd'hui, on peut avoir une position extrêmement stricte en disant, OK, si je fais la paye, je suis en autorévision. D'accord. D'autres vont être plus agressifs en disant si je fais la paye, c'est non significatif, je ne donne pas de conseil de paye, j'appuie juste sur le bouton paye. À nouveau, il va falloir faire très attention, c'est ce qu'on va voir ensemble. Dès que je fais une prestation, je fais une lettre de mission. Ces lettres de mission, elles sont contractuelles, donc on y prête énormément d'attention pour limiter mon champ d'intervention. Voilà. Si vous faites du conseil en paye, c'est interdit. Hein. Là, on est direct. Hein. Là, le CAC ne fait pas de conseil. Ouais. Le CAC, il peut appuyer sur le bouton, il peut être scribe, mais il ne fait pas de conseil. Il peut faire des recos, mais il ne donne pas de conseil en direct. Et surtout, d'accord, donc ça, c'est impossible. Est-ce qu'on a des exemples de redressement liés à la PAF? Chez certains clients, alors à nouveau, hein, on dit que c'est de l'expérience que j'ai, moi, des retours en formation, ça vient plutôt du côté de l'Est, où les contrôleurs sont sensibilisés à ça et s'attaquent très fort. Hein. Donc, du coup, moi, mon conseil, c'est sensibiliser vos clients parce que ce qui s'est passé dans l'Est, c'est que tout de suite, quand le contrôleur a demandé la PAF et que rien n'était prêt dans la société, il s'est passé 2 choses. 1, la société a appelé tout de suite son avocat fiscaliste et 2, il a mis en cause son CAC. Ouais. Donc, au lieu d'aller chercher son CAC en disant « Oula, attends, je suis dans l'horreur, tu peux le faire », le CAC n'avait pas sensibilisé, il n'avait rien proposé. Donc, au lieu d'avoir une relation constructive, là, ça a été terrible. Voilà. Après, il y a d'autres contrôleurs fiscaux. À nouveau, c'est une histoire d'hommes. Hein. Il y a d'autres contrôleurs fiscaux qui ont été sympas, qui sont arrivés et qui ont dit à la société, vous avez 3 semaines, 1 mois pour préparer la documentation et on revient. Donc aujourd'hui, c'est très souple, mais ça peut être très agressif parce que ça va de il demande rien, ou ça va à jour 1, il y a rejet total de la comptabilité et là on passe en mode négociation ardue avec des avocats. OK. Donc je continue, hein, il n'y a pas d'autres questions, donc on continue. Donc une fois que vous avez fait votre carte de menu, qu'est-ce que vous voulez vendre? OK. Donc vous avez vu, moi je suis assez motivée pour vendre la PAF, mais voilà, vous, je sais pas. Donc une fois que vous êtes clair sur ce que vous avez envie de vendre,
eh ben, il faut, on part pas la fleur au fusil. Hein. Donc, ce que nous, on vous propose, c'est de vous faire une fiche par mission. D'accord. Et dans cette fiche par mission, alors à nouveau, il y en a déjà plein hein, qui sont disponibles, ou qui ont déjà été faites par la CRCC, qui ont été faites par la CNCC. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut vous les faire vôtres, d'accord. Il faut que vous les adaptiez pour qu'elles deviennent les vôtres. Donc il y a des choses que vous allez retrouver facilement. Le cadre réglementaire, là par exemple la PAF, les obligations légales, c'est très rapide, hein, ça va assez vite. Hein, l'obligation, il y a 2 articles de loi. Ok. Les objectifs de la mission, bah là, c'est vous à customiser ce qui existe déjà. Ouais. Qu'est-ce que vous allez vraiment vendre? Et puis toujours, pour que le client accepte, eh ben, qu'est-ce qu'il va en retirer, quoi. Donc j'insiste, par exemple, on prend la PAF, hein, allons-y, j'illustre. Qu'est-ce qu'il va en retirer? Ouais, comme par hasard. Déjà, il va en retirer qu'il ne va pas se taper des obligations, il sera dans la loi. Oui. Et puis, du coup, ce qu'on va lui vendre, c'est qu'au-delà d'être dans la loi et d'éviter des sanctions, ça c'est direct, mais c'est que du coup, en regardant et en travaillant sur ces flux, on va l'aider parce que là, à nouveau, je ne fais pas de conseils, je fais des recommandations, j'ai le droit. Puis quand vous êtes avec votre casquette d'expertise comptable, alors là, allez-y parce que là, c'est champ ouvert sur tous vos clients. Vous allez les aider à sécuriser les flux. D'accord. En documentant les contrôles, vous allez voir avec eux ceux qui fonctionnent, ceux qui sont pertinents, ceux qu'on pourrait mieux concevoir. Donc là, on va commencer à intéresser nos clients, on va s'intéresser à leur organisation et à la sécuriser. Donc voilà, donc pavé important de la valeur ajoutée pour le client. Hein. Donc, une fois qu'on a défini ce que l'on veut vendre, donc on passe au bloc de droite. OK, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai en interne, moi, pour le faire? OK. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, je reste convaincue de la lettre de mission à 2 titres, parce que un, c'est contractuel, donc ça fixe bien le cadre, les objectifs et surtout les limites hein, de la mission qu'on va produire. Et puis 2, ça vous permet d'être assuré, d'accord. C'est quand même plus facile d'avoir formalisé une lettre de mission. Donc, il faut qu'on ait des modèles. Donc, à nouveau, ça va exister dans certains outils qui sont développés et mis à disposition à nouveau par la CRCC ou la CNCC, ou se constituer sa bibliothèque. Ou dites-nous de quoi vous avez besoin. Vous allez voir dans le questionnaire de satisfaction, on a une question très ouverte, c'est de quoi avez-vous besoin? On est là pour répondre à vos besoins. Donc du coup, c'est important en ECAC, on a de l'imagination, mais on aime bien que les trucs soient bien cadrés. Donc d'avoir des modèles de rapport type, bah ouais, c'est pas mal. Des outils que vous pouvez utiliser pour aider à vendre. Personnellement, je trouve qu'on s'en sert pas assez. C'est au moment de la note de synthèse, le bilan imagé. Voilà. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce que c'est un outil dont on se sert? Les tableaux de bord, on sait les faire. On peut les vendre. Voilà, ça, je peux les vendre. Je n'ai pas d'autorévision. Moi, je vends un cadre. Voilà, donc j'ai déjà tout fait. Les slides de la réunion de synthèse, eh ben, c'est un bon outil pour identifier les besoins, ce que je sais faire. À chaque fois, est-ce que vous faites des flowcharts quand vous travaillez sur le contrôle interne? Est-ce que vous les montrez à vos clients? Et moi, j'y vais toujours plus fort. Est-ce que vous les vendez à vos clients? Etc., etc., etc. Vous devez avoir sûrement plein de choses que vous avez déjà en interne, mais c'est juste ce qu'on se dit là, c'est de regarder ce qu'on a parce que souvent c'est dans le placard et puis c'est tellement induit que on ne se dit pas que je pourrais m'en servir pour les vendre. Voilà. Et que ça peut m'aider à formaliser mon offre. À nouveau, avant d'aller chercher ailleurs, utilisons déjà ce qu'on a en interne ou ce qu'on a facilement et ce qui nous est déjà proposé par les autres. Voilà pour ce slide. OK. Donc après, ce qu'on vous propose, à nouveau, on est libre. Hein, nous, là, on est là vraiment pour vous proposer des idées. C'est de se dire par type de mission, pour ma carte de menu, par nature de mission, c'est d'avoir un référent. Alors, soit c'est l'associé qui prend toutes les responsabilités et il est référent sur toutes les missions. Nous, on se dit que c'est une bonne idée de pousser les équipes en interne. Voilà.
En nommer un référent, ça lui donne de la valeur. Un, ça l'implique parce que du coup, il va être chargé de développer ce business en relation avec vous. Ça lui permet d'être en relation avec les autres collaborateurs et puis du coup, d'avoir une relation plus directe, sous couvert de votre autorisation évidemment, avec vos clients. Voilà, mais ça permet vraiment de les faire décoller. Quelquefois, on est tous habitués à mettre les gens, et puis en plus on est français, donc à mettre les gens dans les cases, mais si on les écoute, il y a pas mal de collaborateurs, et ils vont vous le dire, ils sont prêts à sortir de leur case, ou au contraire, surtout pas, ils sont très bien là où ils sont, donc surtout les bougez pas. Mais ça peut être un bon tremplin. Moi, je vous écoute quand je vais faire des diagnostics de cabinet ou pendant les formations. On nous dit que notre profession est morte, mais moi, ce que j'entends de vous, c'est qu'on a beaucoup de mal à sécuriser les collaborateurs, c'est qu'on a un turnover de dingue. Ils partent à la meilleure offre, le plus offrant, et paf, ils s'en vont. Donc, à nouveau, c'est peut-être une piste à creuser, les responsabiliser sur des nouvelles missions. C'est peut-être un moyen de trouver une nouvelle appétence pour eux et puis nous de les garder. Alors, à voir, à discuter, à voir. OK. Donc, du coup, étape suivante, une fois qu'on a fait l'analyse de nos clients, qu'on a fait la carte de notre menu, que sur la carte de notre menu, on a les outils pour développer nos différentes missions, deuxième grande étape, du coup, donc là, on a fini la partie 1 sur l'analyse. Donc maintenant, on passe à partie 2. Oui, mais quand? Oui, mais comment, quoi? Voilà. Donc, on y va, on va le traiter en 3 points. Quelles sont les opportunités? Comment transformer ces opportunités en vente? Donc là, on passe vraiment dans la dimension commerciale. Et puis surtout, quelquefois, ce qui est très dur pour vous, parce que moi, je le vois, il y a plein de trucs, c'est moche, vous les donnez. Voilà. Mais non, donc là, on est là, comment je vais valoriser, comment je peux vendre ce que je fais. Voilà. Et je repasse la main à Julien. Merci Charlotte. Donc, bon. Donc effectivement, la première question à se poser, c'est quelles sont les opportunités pour proposer ces nouvelles missions qu'on a identifiées et qu'on veut mettre en avant vis-à-vis des clients. Donc habituellement, on a tendance à proposer ça, on va dire, lors des rendez-vous annuels ou des rendez-vous de fin de mission. C'est une fausse idée, entre guillemets. Ces discussions, en fait, elles peuvent avoir lieu à tout moment quand vous discutez avec votre client, aussi bien quand vous lancez une mission, quand vous faites une synthèse, pendant la mission, pendant la post-intérim, quand vous déjeunez avec lui. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire que chaque discussion avec votre client est une opportunité de comprendre ses besoins et donc du coup de pouvoir lui proposer des réponses à ses besoins. Parce qu'en fait, vous, ce que vous faites tout simplement, c'est répondre à des besoins. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, le point le plus important, c'est de pouvoir les comprendre. Et pour les comprendre, le point qu'il faut mettre en place et qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser, c'est utiliser ce qu'on appelle l'écoute active des clients. Donc bon, Charlotte va le développer un peu plus derrière sur le fonctionnement de l'écoute active, comment avoir une bonne écoute active. Mais ce qu'il faut dans un premier temps vraiment comprendre, c'est que ces opportunités, on les a à chaque fois que l'on va rencontrer notre client et qu'on va discuter avec lui en fait, de son entreprise, de son quotidien, de ses problématiques, de ses besoins. Et c'est vraiment à partir de ce que vous dit le client que vous allez pouvoir identifier des opportunités et lui proposer ces nouvelles missions. Donc, je vais laisser Charlotte vous faire le détail du fonctionnement de l'écoute active et de tout ce que ça engendre. Je pense qu'on a un petit sondage, on va voir le slide d'après, mais je pense que voilà. Ah, alors tout à fait, effectivement, pardon. Alors dans un premier temps, avant effectivement de développer l'écoute active auprès des clients, la question c'était combien de fois par an vous rencontrez vos clients. Donc il y a 3 idées principales. On s'est dit que de manière générale, on mettait entre 1 et 3 fois parce que on pensait que c'était la plus fréquente et pour l'instant, ça se confirme. On a 90% quand même là pour l'instant des votants
qui rencontrent leurs clients entre 1 et 3 fois. Alors, une bonne nouvelle déjà, c'est qu'il n'y a aucune personne qui ne rencontre son client 0 fois. Déjà, c'est une bonne chose. Vous rencontrez tous vos clients. Mais effectivement, on se rend compte que de manière générale, on les voit entre 1 et 3 fois quand même pour 85%. Donc, ce qui est quand même, enfin, c'est un plébiscite au niveau du sondage. Donc, bon, sur les peu de rencontres qu'on fait avec les clients, donc entre 1 et 3 fois au cours de l'année, il faut saisir ces opportunités pour vraiment travailler l'écoute active, comprendre les besoins du client et lui proposer de nouvelles missions. Donc, je laisse Charlotte vous préciser le fonctionnement de l'écoute active et comment mettre en place et quels sont les points importants. Oui, oui, merci Julien. Donc du coup, c'est génial de le rencontrer plusieurs fois, ça c'est top, parce que souvent, moi, ce qu'on me disait, c'est on le rencontre plutôt une fois, soit au moment de l'AG, soit si l'AG se tient, ou au moment de la réunion de synthèse. Donc si c'est plus de 3 fois ou 2 à 3 fois par an, eh ben, c'est top. Alors que faire à ce moment-là? Notre objectif, ça va être clair, c'est d'identifier ces questions et d'aller à la pêche. Hein. C'est vraiment l'écoute active, c'est je cherche les questions du client, même c'est sous-jacentes, et c'est moi qui y vais. C'est pas moi qui attends qu'il les pose, d'accord? Et donc c'est à nous de se demander. À nouveau, vous êtes en face des dirigeants des sociétés, d'accord? Et c'est d'être super ouvert, quoi. Sur quel sujet ils réfléchissent, c'est quoi leurs besoins aujourd'hui, quelle est leur organisation, est-ce qu'ils ont des sujets d'organisation ou pas, quelles sont leurs problématiques, que ce soit stratégiques, pratiques, concrètes, RH. Et ils sont comme nous, hein, donc nous on a des problèmes RH, donc probablement ils doivent en avoir aussi, des problèmes de marché, enfin que sais-je. Être ouvert et pas juste. Alors, en fait, le vrai message, c'est juste de ne pas être cerné sur notre mission, mais d'être ouvert à eux en personne physique, en tant que dirigeant et être humain, et puis d'être ouvert à eux sur leur société en tant que dirigeant de société. Voilà, les techniques de l'écoute active, c'est une fois que on a posé la question, qu'il a répondu, il, elle, hein, enfin que le dirigeant a répondu, c'est de reformuler le point pour vérifier sa bonne compréhension à nous. Ça permet aussi de mettre un temps latence dans la discussion et ça permet à l'autre de rebondir. Voilà, ça met un peu de temporisation dans la discussion et puis du coup, ça permet d'avancer de façon constructive en étant sûr qu'à chaque étape, on se comprend bien. Alors, et puis effectivement, c'est reformuler ce qui a été dit et puis formuler, identifier. Donc ça, c'est notre analyse à nous. Identifier au travers de ce qui a été dit la problématique soulevée pour être sûr qu'on partage la bonne. Ouais, parce que souvent, on sait que c'est la vie au quotidien, que ce soit dans nos familles, avec nos collaborateurs ou avec nos clients. Le vrai sujet, c'est la communication, la bonne communication et la bonne compréhension réciproque, parce que nous, enfin moi je le sais, hein, perso, je pense avoir compris, je me suis fait une idée, puis finalement c'était pas du tout ce que l'autre pensait, mais moi j'étais bien convaincue de ce que j'avais reçu comme message. Donc effectivement, si on veut avancer, puis là on s'est inscrit dans une démarche commerciale, donc c'est à nous d'être dynamique, donc de bien reformuler pour pouvoir avancer dans la discussion. Une fois qu'on a acté de la problématique, on peut commencer à essayer de bouger, de voir toujours si notre interlocuteur est toujours positif en termes d'attention et d'essayer de commencer à proposer diverses solutions possibles. Hein, je suis pas je suis pas le vendeur avec sa mallette. Là, j'attaque pas direct en disant je sors ma carte et voilà 1, 2, 3, 4 ce que je vais vous proposer. Non, et voilà, on y va tranquillement par étapes pour bien identifier son problème et nous, qu'est-ce qu'on a comme suggestion comme ça à chaud. Et après, et du coup, on y va toujours en entonnoir, on creuse et du coup, d'essayer de voir quelles sont les possibilités larges qui s'offrent
face à cette problématique. Et puis, OK, et puis après, recentrer sur vous, qu'est-ce que vous êtes capable, vous, d'offrir, de proposer ou de concevoir. Il n'y a peut-être pas forcément en stock au cabinet, mais face à ça, est-ce que vous avez des choses à proposer? À nouveau, on se veut sincèrement être simple et pragmatique, mais de bien utiliser les opportunités que vous avez. 3 fois par an, c'est beaucoup et c'est peu. Donc, comment être bien actif et positif et être considéré comme positif, c'est, je crois, l'une des choses les plus importantes, c'est que on puisse être considéré par nos clients comme une source de solution et qu'on arrête d'être une source d'emmerde et d'une source de coût, quoi. C'est vraiment ça ce qu'il faut qu'on arrive à faire passer dans les moments où on est en contact avec eux. Voilà. Alors après, Laura, on peut changer de slide. Voilà. Et donc, le plus important, pratiquez-le. Est-ce que d'abord vous le pratiquez avant de donner des injonctions? Quel vocabulaire on utilise? Voilà. Et on a tous notre jargon. Nous, on est expert comptable et CAC. On a très souvent, c'est notre métier, donc on a notre vocabulaire de technicien. Voilà. Et en étant enfermé dans notre vocabulaire de technicien, inlassablement, nos interlocuteurs se bouchent les oreilles. Alors, on est sincère, moi je suis super sincère là-dessus, en disant que quand j'arrive à la réunion de synthèse, et si je leur dis qu'ils n'ont pas de procédure écrite, moi la première, si on me dit ça, ça me gonfle. Voilà. Ouais. Voilà, et que j'ai pas du tout envie de mettre de l'argent sur une procédure écrite. Voilà. Mais en revanche, si on me dit que mon organisation n'est pas fiable, là j'ai un vrai sujet. Ouais, là j'ai un vrai sujet. Voilà. La procédure écrite, elle viendra pas, mais l'objectif c'est que j'ai des vrais contrôles qui me permettent de sécuriser l'organisation de la société et qui me permettent de sécuriser les flux. Voilà. Donc nous, souvent, on va être dans notre vocabulaire de comptable, sans critique, hein, on est comme ça, nous. Mais voilà, mais arriver à sortir de notre champ, arrêter de parler de procédure, arrêter de parler de contrôle interne. On peut parler de contrôle tout court. Voilà, sortons de notre jargon pour passer au leur. Voilà. Et eux-mêmes, ils sont dans leur nature d'activité, ils pratiquent le jargon de leur activité. Voilà, c'est de bonne guerre, on est tous dans un autre monde, mais pour que la vente se fasse, c'est à nous de faire l'effort d'aller dans leur monde à eux. Voilà. Donc sur le vocabulaire simple, si au lieu de parler de procédure, je parle d'organisation, je parle de process, je parle de flux, je parle de sécurisation d'organisation. Vous avez vu que je parle d'exactement la même chose, mais je n'ai jamais procédé, je n'ai jamais prononcé procédure écrite, contrôle interne. Je parle de la même chose, mais à tester. Dites-moi si vous êtes contre ou si je dis ou des énormes banalités ou des débilités, dites-le moi. Moi, j'en suis convaincue et c'est ce que je pratique, quoi. Mais c'est ce que je pratique avec vous, hein, puisque c'est vous mes clients aujourd'hui. Voilà, hein, voilà, on est à votre écoute, on écoute vos besoins pour pouvoir les servir derrière. Mais pour que ça marche, la sémantique et la communication, c'est hyper important. Ok, donc on peut à nouveau, hein, vous n'hésitez pas à réagir. On a des commentaires, c'est sympa, merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on y répond. Et sinon, on continue, mais à nouveau, on veut vous faire part de notre expérience et des outils simples qui fonctionnent. Alors, donc comment faire? On continue. Ben oui, c'est ce que quelqu'un dit. Ben oui, il faut se mettre à la place du client. Ben ouais, changer de casquette. Voilà. Changer de casquette, c'est pareil avec vos collaborateurs. Ils vous font chier, on change de casquette. Pourquoi ils vous font chier? Qu'est-ce qui fait que eux, ils pourraient avoir des problèmes? C'est vrai dans la famille, c'est vrai avec les collaborateurs. C'est encore plus vrai avec le dirigeant. Se mettre à sa place, lui, de dirigeant, se mettre dans sa peau et s'intéresser à lui. Hein. Vous avez vu qu'on a tous
On est tous humains, on a tous notre ego, ça nous fait toujours plaisir hein, quand on y dit qu'on est beau, qu'on est intelligent, etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de s'intéresser à sa société, pas que à la compta, sa société, ses flux, à lui, parce que c'est une personne humaine, voilà. Lui en tant que dirigeant, lui en tant que personne humaine, de ses difficultés à lui comme personne humaine et comme dirigeant. Voilà. Plus on va être à l'écoute, voilà, et de ses besoins. Voilà. Après, on a chacun nos personnalités, on est plus ou moins sensible à ça. Moi, j'ai pas de difficulté à dire, je suis comme ça. J'ai toujours été plus intéressée par les gens que je rencontrais que par les dossiers d'audit, quand bien même la peur que je pouvais suggérer, et je le savais, je me mettais à la place de l'autre dans la direction des contrôles. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle va bien? Voilà. Et au bout de quelques années sur le contrôle des bigs, puisque là, j'y allais tout le temps, je peux vous dire que je sais tout de la vie de tous les dirigeants des bigs. Voilà. On s'intéresse à la personne. Ils ont des sujets, j'ai des messages à leur faire passer. Mais on est tous humains, on a plein de choses à partager. Et puis plus on se connaît tous, hein, ça marche comme ça, plus je vais dériver dans la conversation, plus je vais pouvoir récupérer d'informations et revenir avec des propositions, des reformulations, des identifications de besoins. Et puis, toujours les mêmes techniques de communication pour récupérer de l'information, poser des questions ouvertes. Voilà. Parce que sinon, on est tous pareil, on va faire oui, non, oui, non. Donc là, ça va se transformer en interrogatoire. Donc, poser des questions ouvertes, on récupère plein d'infos. Mettez-les en valeur, leur société, ce qu'ils ont accompli, hein, c'est leur bébé, c'est comme vous, votre cabinet. Quoi. Vous avez créé un cabinet, vous en êtes à 10 personnes, 2 personnes, 10 mandats, 20 mandats, 100 mandats. C'est toute la valeur que vous avez créée depuis des années. Elle est sincère, elle est véritable. Et formulons-le, quoi. Voilà. Et formulons-le à nos clients. Voilà. Technique simple. À nouveau, notre objectif aujourd'hui, c'était pas de vous dire que on va vous donner des super techniques de vente. C'est des choses qu'on sait tous faire si on se donne les moyens, la volonté de le faire. Voilà, mais on y croit, nous on y croit. Voilà. Même si c'est un petit peu au début, on va dire entre guillemets, contraignant à mettre en place parce qu'on change nos habitudes, ça porte ses fruits très très rapidement et, ça permet vraiment, au-delà de développer de nouvelles missions, déjà rien que de se mettre à la place du client, d'échanger avec lui et de communiquer avec lui, déjà on va améliorer la relation avec lui. Donc ça va permettre de travailler en bonne entente. Et comme le disait Charlotte, quand on commence à vraiment s'intéresser à la personne, c'est là où on récupère en fait le plus d'informations. Parce que la personne va s'ouvrir et donc elle va communiquer beaucoup plus d'informations, elle va se livrer entre guillemets beaucoup plus. Et donc du coup, c'est là où on va récupérer des informations et sur lesquelles on va pouvoir essayer de proposer des solutions. Et donc du coup, arriver vraiment en soutien entre guillemets, même si c'est pas non plus faut faire attention aux termes, mais on pourra proposer des solutions qui vont vraiment aider les dirigeants et on sera perçu non plus comme une contrainte, mais vraiment comme une aide et donc du coup quelque chose de bénéfique et on aura envie de se retourner vers nous pour nous redemander d'autres propositions quand on aura des besoins. Je reprends un autre exemple. Et puis, il y a aussi quelque chose, parce que quelqu'un nous dit, c'est effectivement pas au client à comprendre nos travaux, mais à nous de lui faire comprendre nos travaux. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a quelque chose, alors c'est ce que je fais souvent en formation, donc j'ai dit que j'étais pushy, hein, j'y vais. Mettez en valeur vos travaux pendant les réunions de synthèse. Au lieu d'asséner des trucs négatifs, pendant 8 ans à la direction des contrôles, vous imaginez que j'ai pas dit que des trucs agréables, mais au moins avec le sourire. Mais nous, ça va faire pareil avec nos clients. Mais après, c'est de mettre en valeur vos travaux. Une question que je pose toujours, là on n'a pas fait de sondage, mais que je pose toujours en formation, est-ce que vous présentez, c'est ce que les équipes adorent, les ajustements NA à vos clients?
est-ce que vous les présentez à la réunion de synthèse? Donc les 3/4 des gens me répondent, mais Charlotte, c'est NS, donc je ne vais pas en parler. Voilà. Donc le seul truc, c'est que j'insiste à chaque fois, une erreur, c'est un contrôle qui ne fonctionne pas. Donc CNS, c'est génial, je peux certifier les comptes. Mais en fait, c'est quand même un contrôle qui ne fonctionne pas. Donc si on a identifié le contrôle qui ne fonctionnait pas, eh ben, si je le présente au client, peut-être que lui, ça va l'intéresser. Et là, en plus, c'est génial parce que nous, on n'a pas de sujet puisqu'on peut certifier les comptes, puisque c'est NS, au grand plaisir des équipes. Mais j'ai un vrai sujet d'organisation. Et à force d'avoir plein d'ajustements NS, on démontre qu'on a bossé, ouais, puisqu'on en a trouvé plein. Et puis 2, si je les mets en perspective de l'organisation, au lieu de dire CNS et tout le monde s'en fout, non, j'ai pas mal de contrôles qui n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est important pour lui? C'est un sujet ou pas? Si c'est pas un sujet, on passe. Si c'est un sujet, eh ben, à nouveau, là, hop, on a un pied dans la porte. Ouais. Et là, on va lui parler de son organisation. Et à nouveau, je ne suis pas en train de lui parler d'ajustement puisqu'il est NS. Je suis en train de lui parler d'organisation. J'ai un contrôle qui n'a pas fonctionné. Ouais. Voilà, tout ça, c'est des outils, des choses que l'on peut faire au quotidien. Si vous déjà vous mettez en valeur vos travaux, on aura moins la casquette du censeur qui vient avec ses ajustements. Non, on va venir avec des sujets qui leur sont importants. Et puis dans la discussion sur d'autres sujets, sur ce qu'on veut lui vendre, on va pouvoir être avec une meilleure écoute. Et je repasse la main à Julien, pardon. Est-ce que Laura, tu peux passer juste... Ouais, super. Donc ça, c'était juste pour vous présenter rapidement ce qui existait déjà de disponible, desquels vous pouvez vous inspirer pour essayer de mettre en place cette écoute active, essayer d'identifier les besoins des clients, répondre aux objections également. Parce que comme, donc, en fait, en gros, on parle donc des méthodes SONCAS et LRA qui sont présentées dans des fiches CNCC, mais qui en fait sont toutes comprises dans le guide CNCC de la démarche commerciale. Ce guide qui est disponible dans l'appli Rebond de la CNCC, donc n'hésitez pas à vous nourrir de tout ce qui a été construit pour vous, pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et brièvement, donc méthode SONCAS, c'est une méthode de compréhension des besoins clients. Donc pour préparer en fait les rendez-vous, pour faciliter la compréhension des besoins. ADERA, c'est la réponse aux objections, parce que potentiellement vous pouvez avoir des objections avec vos clients. Et le guide sur la démarche commerciale est un guide qui est très très bien fait, qui vraiment travaille sur l'ensemble de la démarche commerciale et qui vous permet de vous sensibiliser avec ça, de vous faire des petits rappels, si jamais forcément, on est tous pris par le quotidien, donc on ne pense pas forcément à tous ces sujets-là. Juste de les lire, ça vous permet d'y repenser et donc d'essayer de retravailler ça. Et dès que vous relisez ces éléments-là, la première chose à faire, c'est dès que vous revoyez un client, d'essayer de le mettre en place tout de suite, de pratiquer. Et vous allez voir, normalement, ça porte ses fruits très très rapidement. Vous serez agréablement surpris. Et du coup, c'est une habitude que vous allez prendre et que vous mettrez en place à chaque rendez-vous client par la suite. Et donc, oui, et donc du coup, la question sous-jacente derrière tout ça au niveau du sondage, donc il y a un sondage qui va être mis en place, c'était est-ce que vous seriez intéressé pour que l'on vous propose des petites pratiques et des entraînements sur ce genre de situation, d'écoute client, de compréhension des besoins, éventuellement d'argumentation au niveau des objectifs, de réponse aux objections plutôt. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vous proposer et sur lequel vous seriez réceptif? Donc, pour l'instant, c'est plutôt positif. On est à 80%, très bien, sur 40% de votants. Donc, bon, tant mieux, ça fait plaisir. Enfin, on le voit de toute façon à travers les commentaires, effectivement. Vous faites part d'un intérêt pour le sujet, donc ce qui est plutôt positif. 83%, 84% sur 50% de votants. C'est magnifique. Donc bon, très bien. Alors nous, c'est très important pour nous aussi de comprendre ça. Ça nous permet d'adapter du coup les produits qu'on va vous proposer sur le sujet. Et donc l'idée derrière, ce serait, alors on va en discuter, on va y réfléchir, on va voir comment est-ce qu'on le construit. Mais l'idée, ce serait d'essayer de mettre en place une petite formation pratique d'ici l'automne sur justement des sortes de jeux de rôle sur tous ces sujets.
l'écoute active, la compréhension des besoins, la réponse aux besoins, parce qu'il y a une manière aussi de présenter la solution. Et donc, à la fois travailler sur des petits jeux de rôle et également échanger sur les bonnes pratiques, parce que certains d'entre vous ont des bonnes pratiques qui fonctionnent très bien et c'est très important. On ne le fait pas assez de manière générale, échanger sur les bonnes pratiques que chacun fait. Et comme le disait Charlotte, il y a des outils déjà existants, des pratiques déjà existantes qui sont très utiles. Et donc, autant les diffuser au plus grand nombre pour que ça nous serve à tous. Et donc, on reprend sur l'étape 4. Donc, c'est ce qu'on a dit. Merci pour votre retour parce qu'on avait voulu justement faire cette webconférence pour identifier vos besoins parce qu'on avait l'idée, effectivement, c'est ce que a dit Julien, de faire une formation d'une journée à l'automne. Mais du coup, si vous nous confirmez qu'on est dans la bonne ligne, ben, merci à nouveau. Et puis, du coup, vous aurez tout à loisir de compléter à nouveau dans le questionnaire de satisfaction vos idées. Merci de prendre vraiment 5 minutes pour répondre parce que après ça nous aide à être après dans la conception derrière, à être au plus près de ce que vous souhaitez. Donc voilà, donc après on attaque le plus dur, là où j'allais dire que on est les moins bons. Hein. Comment valoriser notre proposition de service? Et donc moi j'ai toujours une question habituelle que je pose toujours dans les formations ou quand je fais des diagnostics dans les cabinets. Est-ce que vous facturez des compléments d'honoraires? Alors en général, là on ne fait pas de sondage, mais la réponse que j'ai, mais ça ne va pas la tête. Voilà. En disant, déjà on a déjà du mal à facturer notre budget, alors des compléments d'honoraires. Ouais, why not? Ça dépend comment c'est. À nouveau, c'est toujours une histoire de communication, ça dépend comment c'est présenté. Est-ce que, deuxième question, puisque vous ne facturez pas de compléments d'honoraires, ou très rarement, est-ce qu'au moins vous leur formulez de façon positive que vous avez plaisir à leur offrir toutes ces heures que vous avez faites pour eux, qui n'étaient pas dans votre mission et que vous ne facturez pas? Alors, je prends un exemple, parce que là, celui qui me dit qu'il ne le fait pas, là, je crois que je repars sans main. En général, vous me dites si c'est faux, vous passez des heures à cadrer la compta avec la gestion commerciale, oui, à enlever les doublons, à vérifier les transferts, la séquentialité, etc., etc. Combien d'heures y passez-vous? Est-ce que vous faites des feuilles de temps là-dessus? Est-ce que ça, c'est pas dans notre mission, hein, c'est dans la mission de l'expert comptable et c'est dans la mission de la société de nous présenter des choses qui cadrent. Voilà. Donc, est-ce que quand ça ne cadre pas, est-ce que vous identifiez ces heures? Est-ce qu'on en parle à la réunion de synthèse? Voilà, factuel. Est-ce que vous dites que vous avez plaisir à leur offrir? Est-ce que vous avez plaisir à leur dire que l'année prochaine, si ça ne change pas, vous aurez plaisir à leur faire un complément d'honoraires? Voilà, voilà. Est-ce que c'est ce que je dis là, c'est le troisième bullet point. Est-ce que vous mettez sur la table à la fin de vos missions, pendant les conversations, les difficultés que vous avez rencontrées? Voilà. J'ai eu la V7 de l'expert comptable, ça m'a bouffé un temps marteau. On en parle ou on n'en parle pas, ou on n'en parle pas parce que l'expert comptable est à côté. C'est un fait néanmoins. Voilà. Combien d'heures j'ai perdu à cause de la V7? Est-ce que je le mets sur la table? Ouais. Voilà. Mais au moins que les gens soient au clair. Voilà. Que vous valorisez vos travaux, valorisez les temps perdus induits. Ouais. Parce que c'est bien de nous faire bosser dans toutes les conditions, parce que quoi qu'il arrive, vous sortirez votre certification et quoi qu'il arrive, c'est vous qui prendrez le Mali. Est-ce qu'au moins on en parle? Ouais. C'est ça cette démarche. Est-ce que du coup, une fois qu'on a valorisé en heures, est-ce que vous estimez le cash que vous auriez pu récupérer, ou le cash perdu, ou le cash futur? Ouais. Ne serait-ce qu'en communication. Il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est ce que vous me dites tous là, il y en a un qui me dit, mais si je le dis à mon client à la réunion de synthèse alors que l'expert comptable est à côté, que l'expert comptable m'a filé la V7, quid de la confraternité? Moi je suis pas en train de l'agresser, hein, je suis factuelle. J'ai eu la V7, ouais. Comment? Mais l'objectif, c'est de poser les sujets sur la table pour que ça se résolve l'année d'après. Cette année, j'ai eu la V7. Je suis au regret de dire à mon cher confrère Gérald, qui est néanmoins charmant, j'ai le droit de mettre les mots, que j'ai perdu
3 jours de boulot homme à cause de ça. Ouais. Je suis agressive là? Dites-moi si je suis agressive. Non, je suis pas agressive, je suis factuelle. Et en revanche, après, j'ouvre le débat avec Gérald et le client en disant, Gérald, comment on s'organise pour que tu me files la V3 l'année prochaine? Ouais. Parce que là, les 3 jours hommes, comment je les gère moi l'année prochaine? J'ai pas envie de perdre 3 jours hommes à cause de la V7. Ouais. Oui, voilà, mais oui, on peut revoir le planning. Certains proposent, on peut revoir le planning d'intervention. Mais bien sûr, les solutions, elles sont multiples à partir du moment où j'en parle. Voilà. Si je dis, je veux pas de problème avec mon confrère, donc j'assume tout ce que vous faites. Hein. Ben oui, mais après, vous le voyez tout seul, hélas, hein, sur vos dossiers, on perd de l'argent, voilà, alors que on n'est pas forcément la cause. Ok, donc ça c'est pour le courant, c'était juste pour baliser le terrain actuel. Et donc du coup, là on passe vraiment sur notre besoin, comment je valorise mes futures propositions de services. Voilà. Et donc là je suis sincère parce que même moi je l'ai oublié quand j'ai monté ma société, donc c'est du vécu, mais on a le même métier, donc on partage quand même pas mal de choses. Vous oubliez que vous êtes des experts. Ouais. Donc ne l'oubliez pas. Restez convaincus que vous êtes maître du jeu, que votre expertise a une valeur et que de fait, votre tarif, c'est un tarif d'expert. Ouais. Ah oui, donc je valorise pas un petit forfait comme ça, me dire, ah, ça va être un petit plus. Non. Je suis un expert, je le dis, et je le valorise en tarif d'expert. Alors, je ne le facture pas au tarif de mon collaborateur. J'ai une valeur ajoutée. Je suis un expert, je vous l'apporte avec grand plaisir, mais ça se paye. Ouais. Donc après la méthode, alors je retourne toujours sur la PAF, histoire de vous illustrer tout ça là. Des gens me disent, maintenant comment je vends la PAF? Je le vends par flux, je le vends en forfait, je le vends en package, je le vends comment? Et puis à quel tarif? Voilà. Donc, d'abord, avant de se faire un forfait ou de se dire combien je le vends, comment je le vends, d'abord, moi, combien ça va me coûter à moi? Ouais, déjà. Donc, identifier le budget d'heures nécessaire, c'est notre outil principal de travail. On a l'habitude de raisonner en heures, donc on reste sur notre façon de faire. Donc, combien d'heures nécessaires? Inlassablement creuser, proposer des entretiens, proposer des questionnaires. Sur la PAF, par exemple, on propose les deux. Faire des entretiens avec les dirigeants, faire des questionnaires pour être sûr d'avoir bien identifié le nombre de flux. Il peut y en avoir plein. Hein. Ne serait-ce qu'en regardant la balance générale, on en a déjà identifié pas mal, mais il faut ouvrir et être au plus près de la réalité de ce qu'on va faire. Voilà. Et donc après, on a le choix, on est libre de faire une proposition en heures et on la valorise, faire une proposition en forfait jour ou forfait tout court, c'est risqué, mais on est tous libres. Moi, ce que je vous invite toujours à faire, y compris dans vos lettres de mission de CAC, c'est d'avoir une porte de sortie. Donc, je facture au réel sur la base des temps réalisés et je fournis ma feuille de temps. Ouais. Je peux me laisser une porte de sortie en disant je revois le budget. Par exemple, je prends toujours la PAF en disant après avoir fait le premier flux, quoi, on se teste tous les deux sur un flux, puis on revoit le budget à la sortie du flux. Se laisser des portes de sortie s'il y a des événements non prévus sur lesquels on alerterait. Donc souvent, vous le faites dans vos lettres de mission, mais vous ne l'appliquez pas. Donc non, là, l'objectif, c'est de le concevoir dans la lettre de mission pour pouvoir l'appliquer. Alors après, vous allez me dire que je fais de discours de langue de bois. Ma réponse est non. Moi, ce que je dis voilà, le minimum à facturer, c'est au moins le taux horaire d'un directeur de mission ou le vôtre. Voilà. Quand on me dit est-ce qu'on peut travailler sur la PAF, je dis valorisez vos flux en jours de travail, et après je le vends en jour homme au tarif minimum d'un directeur de mission.
Voilà. Et en disant, si on a dépassé plus de jours, si la documentation n'est pas disponible, si la documentation a eu du mal à venir, et ben alors, je serai obligé de facturer peut-être un 3e jour homme, mais il faut que ce soit ouvert dans la lettre de mission, quoi. Voilà. Mais le principal, c'est voilà, vous êtes des experts, vous avez une expertise et on vend une expertise. On a fait trop de choses au rabais, le RGPD, on a voulu vendre des trucs au rabais et tout. Non, là, on est sur des missions ouvertes. Donc, à nouveau, hein, il faut vraiment valoriser notre expertise. Alors après, formaliser la proposition, c'est ce que je vous disais toujours, sécurisez-vous. Sécurisez-vous, faites une lettre de mission. Voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour être assuré, pour fixer surtout les termes et les limites de la mission. Ne pas oublier, parce qu'on est toujours dans notre champ, hein, même si on va aller faire des choses qui sont justement un peu en dehors de notre champ, de toujours mettre un référentiel. D'accord? Il n'y en a pas toujours. Aujourd'hui, sur les SAC, avant, on avait le cadre des DDL, par exemple. Les DDL n'existent plus. Donc, dans les lettres de mission, c'est se référer à un référentiel applicable ou à un référentiel que tout le monde connaît. Donc, l'ancien référentiel des DDL, les NI de la CNCC. Essayez de se raccrocher à ce qu'on peut, c'est sécurisant. Bien définir les objectifs de la mission. Le plus important, voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'ai passé 4 ans à faire des due deals d'acquisition dans un cabinet. Le plus long, c'était de sécuriser la lettre de mission et les limites à la lettre de mission, qu'on ne vienne pas nous chercher sur des trucs qu'on n'avait pas envie de faire, sur lesquels on ne s'était pas engagé. Et donc, il y a les clauses incontournables, on vient d'en parler, sur les honoraires, d'accord, et essayer de se trouver, chacun sa formule, hein, une porte de sortie sur les honoraires. Voilà, tu veux rajouter voilà, et donc du coup, là, c'était slide de synthèse, de vous dire, ouais, de ce qu'on a un peu identifié et balayé avec vous depuis le début de la webconf. Voilà. Est-ce que vous avez des outils pour analyser le risque client? Est-ce que vous avez des outils de rentabilité des missions? Pourquoi on vous pose toutes ces questions? Parce que ça vient dans le questionnaire de satisfaction derrière. Parce que si vous ne les avez pas, dites-le nous pour qu'on vous les conçoive et qu'on vous les mette à disposition. Okay. Est-ce que vous avez un questionnaire de satisfaction? Vous avez déjà répondu non. Évaluation annuelle, 50% de 50%, ça fait au moins 25% d'entre vous qui ne l'avaient pas. Les lettres de mission, des modèles de slides de synthèse, que sais-je? Est-ce que vous avez tout ce dont on a parlé pendant cette heure et demie? Voilà, on arrive, on tient les délais. On est pas mal au niveau timing. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? On a 3 minutes pour échanger. Dites-nous. Ah, alors si vous voulez pas réagir, moi j'ai une question. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que, de toute façon, vous allez vous prononcer, mais à chaud, est-ce que c'était intéressant ce qu'on a fait? Est-ce que c'est utile? Ouais. C'était topissime, c'est vachement sympa. Et qu'est-ce qui vous a le plus servi selon vous? Qu'est-ce que vous retiendrez? C'est quoi le point que vous retiendrez? Ah, pas trop de réactions. Ouais. Proposer des nouvelles missions, bah oui, allez-y, hein, allez-y. Une méthode pour la PAF. Ouais, je vais pas faire ma pub perso, mais vous retrouverez de la pub ailleurs. Ou peut-être La avec la PAF nous a marqué. CRCC, on verra. La PAF, ouais. Ouais, non, je suis convaincante sur la PAF, hein, merci. Allez-y, hein, surtout. Voilà. Comment rencontrer les clients? Les appeler, hein. Il y a un truc là, c'est voilà, on n'est plus dans un monde virtuel, on est déconfiné, hein, on va pouvoir les appeler au téléphone et on va pouvoir aller boire un pot en terrasse avec eux. Là.
Ouais. Ok, bah mille merci. Bonne pratique. Donc, à nouveau, quand vous allez vous déconnectez pas complètement, quand nous, on va fermer la session, restez connectés 5 minutes parce que vous avez le lien sur le questionnaire qui va être chargé pour que vous puissiez répondre au questionnaire de satisfaction à chaud tout de suite. Demain, vous est envoyé le quiz avec 5 questions. J'espère que je n'ai pas été trop méchante pour que, en plus, 7h30 puisse vous être validé en formation. Voilà. Ok. Ok. Donc. Alors, pour les liens, pour les outils, il y a une personne qui a demandé des liens. Il faut être présent le 7 juillet. Et vous pourrez en savoir un petit peu plus sur tout ce que veut proposer la CRCC de Paris. Ah, je ne sais pas si tu étais... Oui, et je crois qu'on a un dernier slide derrière. Ah oui, et donc attention, normalement, si c'est... oui, attention, là, il faut lire les slides, c'est vrai. Laura a mis à droite dans votre boîte, à droite, là, dans la boîte documents, le PDF des slides. Donc, si vous voulez les charger tout de suite, il faut cliquer tout de suite dessus, parce que vous ne pourrez pas le faire quand on aura fermé la session. Voilà. Eh ben, le 7 juillet, pour ceux qui ont bien aimé, eh bien, Julien sera là pour refaire cette webconférence. Voilà, et en attendant donc l'automne pour pouvoir faire une formation pratique avec les outils, s'entraîner entre nous, à faire le client, l'écoute active, voilà, histoire de s'entraider. C'est l'objectif de la CRCC. Ouais. Ok. Ok, ben merci à tous. Merci pour vos retours positifs. C'est très sympa. On a notre ego. Hein, on est des... Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais Charlotte est figée là. Non, non, c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde? Bon, bah alors merci à tous. Encore une fois, je répète ce que vous a dit Charlotte. Ça fait très plaisir de voir que ça vous est utile. C'est le principal, hein, puisque l'objectif, c'est que ça a été conçu pour vous. Et donc, effectivement, on refera une session de cette présentation le 7 juillet. Et tout à fait. Merci Laura pour la technique pour le back-office, parce que sans back-office, on ne peut pas faire tourner tout ça. Encore une fois, je vous le répète une dernière fois, ne quittez pas vous tout de suite, restez connectés parce qu'il y a le questionnaire de satisfaction et c'est très important pour nous de recueillir, d'avoir votre feedback sur cette conférence pour que l'on puisse nous après répondre à vos besoins. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si Charlotte va revenir ou pas. Non, on va mettre un petit peu au webinaire, je pense. Non, bon, en tout cas, merci beaucoup. Charlotte vous remercie infiniment et à très bientôt. Au revoir.